dire quelques mots d'abord pour me présenter. Donc moi je suis chercheur au CNRS, j'ai travaillé pendant longtemps sur les questions d'administration, de pouvoir de l'administration, de politique d'immigration, il y a pas mal de temps. Et puis ensuite j'ai travaillé sur le pouvoir de l'administration fiscale et notamment la question de l'égalité devant l'impôt en plaçant du point de vue de l'administration fiscale. Et voilà, ça me permet de relier un peu avec des thématiques sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure, mais effectivement d'impunité fiscale, puisque j'ai notamment écrit avec Katia Weidenfeld. C'était le produit d'une enquête en fait auprès des juges et de l'administration fiscale, justement sur qu'est-ce qu'on fait quand on découvre des très grandes fraudes qui normalement devraient être pénalisées. Et voilà, avec tout un appareil statistique. Et ce qu'on montrait, c'est que alors c'est pas seulement la question du verrou de Bercy qui est en partie, je dis bien en partie levée avec la dernière loi, mais c'est aussi toute une habitude qu'ont les magistrats, qu'ont pas mal d'agents des impôts, mais aussi qu'on a tous en tête, hein, que la fraude fiscale, ça n'est pas vraiment un délit, c'est pas un délit à part entière, et donc finalement il faut bien comprendre, etc. Et donc évidemment on peut relier ça à beaucoup de questions actuelles, notamment sur la répression et les mesures répressives qui sont prises aujourd'hui contre des manifestants, parce que tout ça fait système. Toujours est-il que après ah oui, je le dis, je vais faire un exposé à peu près d'une demi-heure, mais si vous avez envie de m'interrompre pour soit poser des questions, soit dire que vous n'êtes pas d'accord, soit intervenir, ça ne me dérange absolument pas, donc il n'y a évidemment aucun problème. Donc après avoir travaillé sur l'administration, j'ai eu envie de travailler sur ceux qui font l'objet du pouvoir de l'administration, en l'occurrence les contribuables. Et j'ai commencé à y réfléchir à un moment où on commençait à parler de ras-le-bol fiscal, 2012-2013. Donc il y a pas mal de temps, ça faisait déjà longtemps que je travaillais sur l'impôt et les questions d'égalité devant l'impôt. Mais j'étais un peu agacé, en général, ça part toujours, pas mal d'enquêtes partent soit d'une énigme, et là sur l'impôt il y en a plusieurs, soit d'un agacement sur cette idée de ras-le-bol fiscal, que les contribuables payent trop d'impôts, etc. Et donc j'ai eu envie d'aller y voir de près et surtout d'introduire une dimension sociologique, c'est-à-dire une dimension où on puisse distinguer finalement en fonction des classes sociales ce que, à la fois, alors pas seulement ce que pensent les gens, parce que évidemment c'est important de savoir ce que pensent les gens de l'impôt, mais aussi ce qu'ils font, et ce qu'ils font avec l'impôt et comment ils gèrent ce qui est quand même considéré comme une contrainte, hein, cette contrainte fiscale, comment il la gère et comment on peut faire un lien entre la pratique quotidienne, c'est-à-dire le fait de remplir sa déclaration d'impôt ou payer sa TVA ou payer sa taxe ménagère, sa taxe d'habitation, et puis ce qu'on pense du système fiscal. Donc je vais dire quelques mots juste sur l'enquête. C'est une enquête qui est double en fait, qui est à la fois une enquête statistique, quantitative, auprès d'un échantillon un échantillon représentatif de la France entière de 2700 contribuables en fait, à qui on a posé des questions. Je reviendrai si ça vous intéresse, mais là je rentre pas dans les détails parce que c'est pas forcément le lieu et l'endroit, mais tout peut faire l'objet de précisions si ça intéresse. Donc à qui on a posé 2700 contribuables, à qui on a posé donc représentatif du point de vue des catégories sociales, des classes d'âge, des lieux d'habitation. On a posé tout un tas de questions sur à la fois le rapport à l'impôt, la pratique donc en matière de civisme fiscal, et puis le rapport à d'autres services publics, le rapport à la justice, le rapport à la police, le rapport à l'école publique. Voilà, donc ça c'était la phase quantitative, et puis il y a une autre phase qualitative qui consistait à aller dans des centres des impôts, aller au régime social des indépendants, qui est l'endroit où les indépendants vont payer leurs cotisations sociales, aller aux URSSAF et accompagner les gens et voir ce qui se passe, comment ils gèrent cette contrainte, justement, comment ils négocient, ou comment au contraire ils se plaignent, ou comment ils se font rembarrer parfois par les agents, et puis ensuite discuter avec eux, faire des entretiens d'assez longue durée pour essayer de comprendre justement ce qu'ils pensent de tout ça. Et donc ça a donné cet ouvrage, Résistance à l'impôt, attachement à l'État. Je vais essayer d'en dire un mot, mais c'est vrai que
Du coup, en présentant cet ouvrage qui est sorti en septembre 2018, donc j'ai mis à peu près... vous voyez, j'ai vraiment commencé à y réfléchir en 2012 et il est sorti en 2013 et il est sorti en 2018. Donc voilà, donc c'est à peu près 3 ans et demi d'enquête et puis après l'écriture évidemment. En fait, 1 mois et demi avant le mouvement des Gilets jaunes, à un moment où tous les journalistes, en septembre, en fait début septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les journalistes parlaient de l'impôt à la source, on ne savait pas s'il allait y avoir le prélèvement à la source, et donc j'ai eu quelques interviews sur alors le prélèvement à la source, comment ça va se passer, etc. Et je leur disais, mais moi en fait, un des résultats importants de mon ouvrage, c'est qu'il y a un très fort sentiment d'injustice fiscale au sein des classes populaires. Et c'est vraiment un résultat important et c'est un résultat que je trouve assez étonnant et qui mérite d'être souligné, notamment par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'effectivement il y a chez les ouvriers, chez les employés, il n'y a pas de longue tradition de plainte par rapport à l'impôt, sauf si évidemment on remonte à l'ancien régime au 19e siècle, mais en tout cas dans la période récente, hein, les grandes révoltes fiscales française, c'est plutôt Poujade dans les années 50, c'est plutôt Gérard Nicou, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs, la Tour du Pin. Gérard Nicou, 69, hein, sur la question de la protection sociale, mais aussi sur la question de l'impôt. Voilà. Et donc ça, c'est un résultat très important sur lequel je vais revenir. Mais qui n'intéressait pas trop justement les journalistes qui disaient mais non, mais de toute façon les classes populaires ils payent pas l'impôt sur le revenu, donc en fait ils payent pas d'impôt, donc en fait c'est pas ça, nous ce qu'on veut savoir c'est l'impôt à la source. Et voilà, et je dis ça parce que ça introduit déjà cette idée que y a un très gros décalage entre un certain nombre de résultats de ce livre et puis la façon dont sont organisés les débats publics autour de l'impôt, notamment alors le fait, et pas mal de paradoxes sur cette question qu'il faut souligner. Le premier paradoxe qui mérite d'être souligné, et ça c'est pas propre à la France, c'est que depuis 30 ans en gros, on a dans beaucoup de pays européens un accroissement assez considérable des inégalités. Là on a pas mal de rapports d'économistes en fait qui documentent ça. Un accroissement des inégalités aux États-Unis, un accroissement des inégalités en Europe qui est moindre en Europe qu'aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, les inégalités ont explosé en fait entre les 1% les plus riches et le reste de la population. En Europe, c'est beaucoup moins marqué, mais il y a quand même un accroissement fort des inégalités. En France, plutôt moins que dans les autres pays européens, mais la France aussi est concernée par ça. Et en même temps, on a, depuis 30 ans, une montée en puissance du discours antifiscal, d'une exaspération à l'égard de l'impôt. Et ça, c'est assez paradoxal parce que l'impôt, il sert à plein de choses. Il sert d'abord à financer l'État, le fonctionnement de l'État, ses fonctions régaliennes, puis ensuite évidemment les services publics, évidemment le système redistributif, la protection sociale, parfois aussi à orienter les pratiques économiques, mais il sert donc aussi, même si ce n'est pas sa seule fonction, à réduire les inégalités. Et on voit bien le paradoxe de l'époque dans laquelle on vit, où si on prend un peu de champ par rapport à l'évolution historique, c'est au moment où les inégalités explosent qu'on a ce discours antifiscal. Et puis le deuxième paradoxe qui mérite d'être souligné, qui est le premier résultat, il y en a d'autres, mais le premier résultat à partir duquel on peut partir finalement, c'est le suivant, c'est le fait que les classes populaires, quand on pose la question, et c'est une des questions, alors il y a plein de manières d'essayer de mesurer les représentations qu'on a par rapport à l'impôt. Est-ce que vous trouvez, on dit en France qu'on paye trop d'impôts et trop de taxes, est-ce que vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord? Est-ce que vous, personnellement, vous trouvez que vous payez trop d'impôts, trop de taxes? Est-ce que vous trouvez que tel impôt est juste, injuste? Voilà. Si on prend toutes ces questions-là et qu'on essaye de les synthétiser, ou en tout cas de les analyser, à chaque fois l'indicateur, et qu'on répartit en gros la société en classes sociales, alors on peut les répartir en fonction du diplôme, du revenu. Voilà. Là, moi je l'ai fait en fonction des classes sociales, parce que ça permet de synthétiser un peu ça, mais on peut le faire différemment. Si on dit que les classes populaires, c'est en gros les ouvriers, les employés, là c'est important parce que en matière d'impôts, on est tout le temps en train de parler des classes moyennes pour dire les classes moyennes se font matraquer, les classes moyennes, c'est les classes moyennes qui payent le plus, c'est les classes moyennes qui ne comprennent rien, etc. Puis en fait, on ne sait pas très bien qui c'est les classes moyennes. Comme tout le monde se reconnaît, tout le monde a le sentiment d'appartenir aux classes moyennes, finalement ça arrange tout le monde. Tout le monde se reconnaît dans les classes moyennes, et puis les hommes politiques disent que d'ailleurs ils défendent les classes moyennes, et donc on ne sait plus très bien.
Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment d'essayer de distinguer en fonction des catégories socio-professionnelles. Et quand on fait cette distinction-là, donc en gros, hein, les ouvriers, les employés, ça représente, ça marche plus. Pas grave, je vais continuer sans micro si ça va. Ça représente à peu près autour de 40-45% de la population. On va dire pas loin de 50%, que les classes moyennes, les professions intermédiaires, ça représente à peu près 35%. Et puis les classes supérieures, ça désigne, alors c'est au sens large, c'est pas du tout les 1% les plus riches, hein, mais c'est plutôt les cadres, les professions libérales, les cadres du public, les cadres du privé, etc. Donc à peu près 20% de la population. Ben, ce qui apparaît et ce qui a forme de paradoxe, c'est que la contestation, l'exaspération la plus forte, elle vient des classes populaires. Donc ça, c'était l'enquête, oui. Excusez-moi, juste une question. Il y a quoi dans les professions intermédiaires? C'est les profs, c'est qui? Alors, c'est certains enseignants, c'est des infirmières, c'est des contremaîtres, c'est... salariés aussi, ils sont dans les 50%, les contremaîtres? Non, ils sont dans les... non, on les met plutôt... Enfin, ça dépend lesquels, en fait, mais... c'est difficile à classifier, hein, je trouve. C'est difficile. Encore une fois, ça peut se discuter et on peut discuter de ça. Simplement, moi, ce sur quoi je voudrais insister là, c'est l'importance des classes populaires parce que tout de suite, ce qui a été dit à propos des Gilets jaunes, on voit bien, ah bah oui, c'est encore les classes moyennes, etc. Et on ne sait plus très bien de quoi on parle, en fait. C'est-à-dire que... Alors moi, je veux bien qu'on prenne, par exemple, à partir du revenu, en fait, mais le problème, si on... Enfin, et on va retomber sur des distinctions qui sont finalement pas très différentes, mais je pense que c'est important de faire ces distinctions parce que, encore une fois, ça introduit le fait que, historiquement, on a une représentation des rapports de classe qui sont essentiellement liés au travail et au partage de la valeur ajoutée, je vais y revenir, et que ce qu'a montré le mouvement des Gilets jaunes, mais en fait c'est un symptôme d'un mouvement plus général, c'est que la question fiscale, elle recompose les rapports de classe, elle recompose les différences sociales et elle devient centrale dans les rapports entre les groupes sociaux. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. En tout cas, voilà, là le fait important, c'est que cette exaspération elle vient des classes populaires. Et pourquoi c'est un fait important aussi, et c'est un fait qui étonne, c'est parce que on a une représentation de l'impôt à travers l'impôt sur le revenu. Et la première réaction, c'est de dire, mais en fait, ils n'en payent pas d'impôt, ils ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et de fait c'est vrai, la plupart des Gilets jaunes, en fait, ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ceci dit, là, il faut immédiatement dire que, en fait, l'impôt sur le revenu, on va peut-être y revenir, ça renvoie aussi aux méconnaissances et aux ambiguïtés, aux quiproquos par rapport à l'impôt. C'est un quart des recettes fiscales, c'est 6% des prélèvements, donc c'est une toute petite partie, en fait. Et que évidemment les classes populaires, elles payent énormément d'impôts qui sont des impôts moins visibles, dont on parle moins, qui sont j'y reviendrai, la CSG, la TVA, en partie la taxe d'habitation, évidemment la taxe sur les ordures ménagères, voilà, la redevance télé, je ne veux pas faire la liste. Et évidemment tous les prélèvements sur les prélèvements indirects sur l'énergie et la taxe carbone en fait partie. Alors voilà, la question qu'on peut se poser, c'est comment expliquer, qu'est-ce qui se passe et comment expliquer ça. Évidemment, il y a une dimension conjoncturelle qui a été beaucoup soulignée, qui est l'augmentation des taxes sur les énergies, de la taxe carbone. Je ne vais pas en parler parce que moi, en fait, je vais passer très vite parce que mon enquête, elle date de janvier 2017. Donc elle date d'avant, en fait. Et y compris avant ces augmentations-là, on avait déjà cette exaspération très forte de la part des classes populaires. Et quand on fait les entretiens, et ça c'est pour ça que c'est important de coupler l'analyse statistique avec les entretiens, on s'aperçoit que, un peu comme le poème qui a été lu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas du tout une hostilité ou une résistance à l'impôt dans son principe, mais c'est une révolte contre l'injustice fiscale et effectivement sur le fait que l'impôt est mal réparti et que l'impôt est perçu comme, non pas comme quelque chose qui dans son principe doit être mis en cause, mais comme quelque chose qui est trop mal réparti et qui est finalement pourvoyeur d'injustice. Et ça c'est très paradoxal que
il y ait cette association, et ça apparaît dans les entretiens comme dans l'enquête statistique, et c'est aussi, ça a été aussi montré par les Gilets jaunes, elle est très paradoxale, cette association entre impôt et injustice, dans un pays comme la France, où l'impôt rend possible un système de redistribution qui est encore très fort, et qui réduit les inégalités. Et le paradoxe, il est aussi là. Alors, comment ça se fait et pourquoi on a cette crispation? Pour plusieurs choses qui dépassent, à mon avis, la question des énergies, des taxes de l'augmentation de la taxe carbone. Ça vient de plusieurs choses. Ça vient d'abord d'une différence de forme dans l'imposition. Et en fait, si on pense l'exaspération des classes populaires à l'égard de l'impôt, il faut la penser aussi en relation avec ce que pensent les autres groupes sociaux, et notamment les classes supérieures, et notamment qu'on peut avoir sur le fait que les classes supérieures ont un rapport relativement serein à l'impôt et beaucoup plus apaisé d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que ça vient en partie de ce rapport pratique et du fait que les impôts qui pèsent sur les classes populaires ne sont pas du tout organisés de la même façon que ceux qui pèsent sur les classes supérieures. Alors évidemment, vous allez me dire, les classes supérieures, elles payent aussi la taxe carbone, elles payent aussi la redevance télé, elles payent aussi la TVA. Sauf qu'en fait, ça occupe une place bien moindre dans leur budget. Et en revanche, ce qui occupe les catégories supérieures en termes d'impôt, c'est l'impôt sur le revenu. Et puis, c'est éventuellement l'impôt sur la fortune immobilière, éventuellement l'impôt sur les successions, éventuellement, en gros, ces impôts-là. Et la particularité de ces impôts-là, c'est qu'il y a énormément de formes de dérogation, d'exemption, de possibilités de réduire son imposition on peut prendre juste par les niches fiscales, hein, et le très grand nombre de niches fiscales. Si on prend juste l'impôt sur le revenu, hein, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui on est à peu près 450 niches fiscales, donc c'est pas du tout quelque chose de négligeable, en fait c'est quelque chose d'assez massif. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, il représente à peu près 70, pour donner un ordre de grandeur, hein, 70 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. Si on enlève toutes les niches fiscales, on est à plus de 100 milliards d'euros en fait, hein, donc c'est pas du tout une part négligeable en fait. Qu'est-ce que c'est ces niches fiscales? Alors il y a les petites niches, hein, les dons aux associations, les économies d'énergie, puis il y a les choses plus substantielles, les investissements locatifs, les investissements immobiliers, après on peut avoir les investissements outre-mer, des choses qui peuvent atteindre des sommes importantes. Et donc on a cette possibilité-là. On pourrait ajouter alors pour l'impôt sur la fortune tel qu'il était organisé, et ça vaut aussi pour l'impôt sur la fortune immobilière, le fait que en fait on laisse au contribuable le soin d'évaluer en fait lui-même sa fortune, d'évaluer son patrimoine, et avec toutes les marges de manœuvre que ça peut occasionner, où on peut évaluer un peu disons à la louche de telle et telle façon, éventuellement considérer que non, ça représente pas autant, etc. Et si on compare la structuration de ces impôts-là par rapport à ceux qui pèsent sur les classes populaires, qu'est-ce que c'est? C'est la CSG qui s'applique dès le premier euro à tous les revenus, c'est la TVA qui s'applique en fait de façon indirecte, et donc on voit bien que là il n'y a aucune marge de manœuvre, il n'y a aucun moyen pas même de négocier, encore moins d'y échapper. C'est des prélèvements qui sont, j'ai envie de dire pour le coup, véritablement à la source, et qui donnent lieu à aucune marge de manœuvre. Et donc ça, évidemment, ça pèse dans le rapport à l'impôt, cette idée que finalement, il n'y a aucun moyen de s'en sortir, et que le pouvoir fiscal de l'État peut apparaître un peu comme un rouleau compresseur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que ces classes populaires, elles sont très attachées à la question du travail, à la question de l'emploi, notamment à cause des délocalisations et du fait et que dans les débats publics, l'impôt est apparu très souvent comme
hostile à l'emploi, contraire à l'emploi, alors à travers évidemment l'opposition entre ceux qui ont un travail et ceux qui sont assistés, aussi avec les délocalisations et le fait que beaucoup d'entreprises ont dit en fait il y a trop d'impôts en France, c'est pour ça qu'on part, et ça, évidemment pour les classes populaires c'est quelque chose de très dur parce que ça se traduit par des licenciements, par la difficulté de trouver un travail, et donc et finalement ce qui est en cause c'est évidemment là en l'occurrence le taux d'imposition, le taux de prélèvement obligatoire, et donc dans cette tension-là entre attachement à l'emploi et impôt, évidemment, c'est l'attachement à l'emploi qui l'emporte, surtout a fortiori dans des petites entreprises où on a des formes de solidarité entre les petits patrons et les ouvriers, les employés, pour justement se tenir les coudes et essayer de sauvegarder l'emploi contre un taux de pression fiscale qui peut être très important justement sur ces petites entreprises. Et puis la dernière chose très importante, qui à mon avis apparu assez clairement au moment du mouvement des Gilets jaunes, c'est le fait que, comme je le disais tout à l'heure, pendant très longtemps, la question de la justice sociale, la question des revendications, elle se situait au niveau, et la question du pouvoir d'achat en fait, elle se situait au niveau des salaires en fait, et des revendications salariales. Et que qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est que justement avec les délocalisations, justement avec l'augmentation du chômage, on a un discours, disons, politique de plus en plus consensuel qui consiste à dire que finalement le travail coûte trop cher, que le coût du travail c'est impossible, qu'on ne s'en sort pas, qu'on est plus compétitif, et que à force de marteler ce discours-là, évidemment, on voit bien que pour beaucoup de salariés, il est devenu quasi impossible, quasi indécent, on va dire, de revendiquer des augmentations de salaire. Et donc, évidemment, quand on a, disons, de plus en plus de difficultés de pouvoir d'achat, et qu'on a intériorisé l'impossibilité de demander des augmentations de salaire parce que justement soit on travaille dans une petite PME et qu'on se dit que ça va couler la boîte, soit qu'on travaille dans une grande entreprise et qu'on se dit de toute façon on va se faire si on réclame quoi que ce soit on va se faire licencier, enfin voilà, on peut imaginer plein de situations. Cette impossibilité de revendiquer, elle se traduit par quoi? Par le fait que justement une revendication de pouvoir d'achat, elle ne peut se formuler que sur le mode, si on peut pas exiger d'en avoir plus qui arrive dans le porte-monnaie, il faut au moins qu'on obtienne d'en avoir moins qui sortent. Et en avoir moins qui sortent, ça veut dire qu'on nous en enlève moins. Et qu'on nous en enlève moins, ça veut dire moins d'impôts. Alors ça veut dire moins d'impôts au sens large, parce que là aussi, si j'ai appelé ça résistance à l'impôt, attachement à l'État, c'est pas l'impôt c'est pas l'impôt au sens juridique du terme, au sens strict du terme. C'est l'impôt dans la tête des enquêtés que j'ai rencontrés, c'est-à-dire l'impôt dans les têtes, c'est en fait justement tout ce qu'on nous prend en fait. Donc ça mélange les impôts, les taxes, les cotisations sociales. Alors évidemment ça fait hurler les juristes qui disent mais c'est pas du tout pareil, c'est très différent, c'est vrai d'un point de vue juridique, n'empêche que quand on veut essayer de réfléchir au rapport à l'impôt, il faut essayer de penser les choses ensemble. Alors je vais essayer d'accélérer un peu pour terminer, pour pas être trop long. L'autre chose qui me semble très, très importante à avoir en tête, c'est le fait que cette question fiscale, elle est devenue centrale dans le débat public. Ça, c'est très important. Ça n'a pas toujours été le cas. Et elle est devenue centrale aussi dans le débat politique et même dans le débat électoral. Il y a quelque chose d'assez frappant que je relève dans le livre, c'est que, en fait, si on regarde toutes les dernières campagnes présidentielles, on pourrait presque dire qu'elles se sont gagnées en grande partie, évidemment, ce serait exagéré de dire uniquement là-dessus, parce que c'est compliqué une campagne, mais en grande partie sur la question fiscale. Il suffit de penser sur Nicolas Sarkozy en 2007, où en fait pas mal de travaux ont montré qu'une promesse très importante qui a beaucoup mobilisé, c'est justement la question du travailler plus pour gagner plus, la défiscalisation des heures supplémentaires. Et ça a rallié, disons, une grande partie des classes populaires au programme de Sarkozy, cette idée de travailler plus pour gagner plus, et de pouvoir, par la défiscalisation, avoir justement cette idée de gagnant-gagnant, en fait. On défiscalise, donc le patron y gagne, et puis nous aussi on y gagne, et puis en fait il y en a un qui y perd, mais ça on n'en parle pas, ou on n'y pense pas, c'est évidemment la puissance publique. On peut penser évidemment à François Hollande, qui... lui, avec son ennemi de la finance, etc., et la promesse qui
qui était un peu le corollaire de cette idée d'ennemi de la finance, c'est-à-dire la taxe à 75%, l'impôt à 75%, où on allait, où une grande partie de la campagne a basculé aussi à ce moment-là, quand il a annoncé cet objectif de taxer à 75% les très très hauts revenus, où tout d'un coup cette mesure est apparue comme une mesure de justice fiscale. En fait, c'était complètement improvisé, c'était tellement mal ficelé que ça a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Voilà, est-ce qu'il le savait quand il l'a formulé, ou est-ce que c'était juste de l'impréparation et de l'improvisation totale? On ne saura peut-être jamais, mais en fait ça revient un peu au même. Toujours est-il que ça n'a débouché sur pas grand-chose. Et puis on pourrait terminer avec Emmanuel Macron et sa promesse de supprimer la taxe d'habitation, en fait, qui a, et là aussi, encore une fois, beaucoup joué dans le ralliement d'un certain nombre d'électeurs qui spontanément, et là aussi peut-être certains sont gilets jaunes aujourd'hui, mais n'auraient pas été vers ce candidat-là, mais qui ont pu être séduits par cette proposition-là. Donc on voit bien que cette question fiscale, elle est devenue centrale, et en même temps, il y a un énorme enjeu là derrière, parce qu'elle est devenue centrale dans le débat public, elle est devenue centrale dans les têtes et dans le débat politique, et en même temps, il y a encore une très grande méconnaissance de ce qu'est le système fiscal, et c'est justement sur cette méconnaissance que peuvent jouer les hommes politiques dans leur campagne électorale. Alors là, c'est en partie aussi cette méconnaissance qui peut faire comprendre certaines énigmes, en fait, qui font que aujourd'hui on parle de l'impôt sur les successions, et c'est vrai que pour les sociologues, j'en parle un peu dans le livre, mais c'est une vraie énigme, cette affaire d'impôt sur les successions. J'essaye d'apporter des réponses, je laisse un peu de suspense, sur le fait qu'il y a en France aujourd'hui, il y a à peu près 80% de gens qui ne payent pas l'impôt sur les successions, parce qu'il y a des abattements, parce que ça démarre en fait, voilà, 100 000 euros par an et par enfant, donc en fait il faut déjà avoir un patrimoine quand même assez conséquent pour payer 1 euro d'euros de succession, et en fait il y a plus de 70%, voire 80% de gens qui trouvent injuste les droits de succession et qui sont hostiles aux droits de succession. Voilà. Donc ça, c'est... alors c'est pas seulement de la méconnaissance, là c'est aussi, c'est d'autres raisons sur lesquelles on pourra revenir. Voilà, la méconnaissance, c'est aussi cette idée dont je parlais tout à l'heure, qui était cette idée qu'on retrouve qu'on retrouve assez souvent dans les débats médiatiques aussi, sur le fait que ah oui, mais quand même c'est un problème que plus de la moitié des Français payent pas d'impôts. Est-ce qu'on pourrait pas faire que on a eu encore, et tout ça est entretenu en fait par les politiques de façon assez indécente. En fait, là, on a encore eu une ministre, ou je sais plus, une députée de La République En Marche qui a dit, en fait, pour résoudre la question fiscale, moi je propose que l'impôt sur le revenu, on le paye, que ça soit plus 40% seulement des Français qui le payent, mais que ça soit payé par tout le monde et dès le premier euro. Alors, très bonne idée, bravo, etc., etc. Sauf que, en fait, on passe complètement sous silence le fait que le vrai impôt sur le revenu dans ce pays, c'est pas l'impôt sur le revenu, c'est la CSG, c'est l'impôt qui est payé par tout le monde dès le premier euro, et qui est un impôt proportionnel, c'est-à-dire que alors pour les actifs, il l'est plus pour les retraités grâce aux gilets jaunes, mais en tout cas pour les actifs occupés, c'est un impôt qui est proportionnel, c'est-à-dire quel que soit le montant de vos revenus, vous allez payer le même pourcentage, et vous allez payer dès le premier euro. Et donc là, il y a quand même une espèce d'indécence. Alors je prends cet exemple-là parce que ça me frappe dans les débats actuels. Et on pourrait en prendre beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, je pense, à faire... alors c'est vrai que l'impôt, et vous êtes des courageux de venir ce soir pour écouter une conférence sur la fiscalité, mais il y a un côté technique, il y a un côté rébarbatif, on a envie d'aller se coucher quand on entend le terme d'impôt, et en même temps on voit bien la contradiction qu'il y a entre le fait que ce côté technique et rébarbatif et le côté absolument central qu'a acquis cette question-là dans le débat social, dans le débat politique. Alors pour plusieurs choses, parce que à la fois pour les inégalités sociales, j'en ai parlé, mais aussi évidemment parce que l'impôt, c'est aussi ce qui nous
ce qui nous fait vivre ensemble, et puis ce qui est potentiellement porteur d'un projet commun, ou en tout cas et de la société qu'on veut construire. Hein. On peut, là aussi, on a plein de très belles théories économiques qui marchent très très bien sur plus un pays est développé, plus il a un taux de prélèvement obligatoire important, etc. Et sur le fait que voilà, c'est le rapport entre démocratie et enfin voilà, il y a un taux de prélèvement obligatoire. Je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, c'est autant d'arguments qu'on pourrait avancer. Je dis juste un mot pour terminer sur la deuxième partie du titre, et puis après je laisserai la place pour la discussion sur attachement à l'État, puisque justement on est sur cette idée du bien commun et du fait que l'impôt c'est pas seulement quelque chose qu'on prélève, c'est aussi ce qui rend possible à la fois la solidarité et puis des dispositifs publics, des choses, des biens publics, des biens mutualisés. Et ça c'est très important d'avoir ça en tête. Et voilà, si j'ai pensé à ce titre qui est un peu trompeur en fait, parce que vous avez compris, l'impôt, c'est pas l'impôt au sens strict, puisque ça renvoie en fait beaucoup de choses, et les cotisations sociales, les taxes, etc. Et puis l'État, c'est pas l'État au sens strict, c'est-à-dire que là aussi il y a une ambiguïté, mais bon, l'éditeur n'aurait pas voulu que je fasse un titre à rallonge, déjà que là il trouvait qu'il était trop long. C'est que attachement à l'État, en fait, c'est pas... En fait, le terme d'État, il n'évoque pas grand-chose, et il n'y a pas d'attachement à l'État en principe comme ça. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un attachement... c'est un attachement au service public, et à un certain nombre de services publics, ça a été dit en introduction, donc je ne vais pas le redire, mais et c'est pas pour rien si tout à l'heure je parlais de la question de l'exaspération et du sentiment d'injustice chez les classes populaires, et une des choses qui ressort très fortement de l'enquête statistique, là aussi, hein, qui date de 2017, qui était encore une fois 1 an et demi avant le début des Gilets jaunes, c'est que c'est en zone rurale, et c'est dans les petites villes en fait que il y a ce sentiment d'injustice et cette hostilité à l'égard de l'impôt, mais qui s'accompagne d'un véritable attachement. Alors attachement au service public, ça a été dit, mais attachement aussi, vous voyez bien que ça aurait fait un titre à rallonge, attachement à la protection sociale et au modèle de protection sociale. Et ça, c'est aussi très important d'avoir ça en tête. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit toujours, à la France, on est les champions du monde des impôts, on est en tête, on est les meilleurs du monde, on a le plus gros taux de prélèvement obligatoire. D'un point de vue nominal et d'un point de vue comptable, j'ai envie de dire, c'est vrai. C'est vrai parce que dans ce taux de prélèvement obligatoire, on y a intégré beaucoup de choses que beaucoup d'autres pays n'ont pas intégrées, et notamment ce qui pèse le plus dans ces 46% de taux de prélèvement obligatoire, c'est le modèle de protection sociale, c'est-à-dire en fait le système de retraite par répartition et le système d'accès aux soins, le système d'accès aux hôpitaux, et tout ça en fait, voilà, et tout ça fait l'objet d'un fort attachement en fait, c'est-à-dire que dans tous les entretiens et dans toutes les enquêtes, on voit que c'est-à-dire que c'est des biens communs, même si on peut avoir des récriminations sur la façon dont ça fonctionne, etc. Mais en tant que principe, ces biens communs-là, il y a un fort attachement qui reste majoritaire à ces biens communs. Et c'est très important de le rappeler, de l'avoir en tête, de l'entériner et de le rappeler. Et ça a été pas mal rappelé aussi au moment du mouvement des Gilets jaunes, pour lever toute ambiguïté sur cette question du rapport de résistance ou de remise en cause de l'impôt tel qu'il est construit, qui, en tout cas, cette particularité en France, va de pair avec un véritable attachement au modèle de protection sociale et à ce qu'il finance. Alors évidemment, il y a aussi de la méconnaissance sur ce qu'est ce modèle de protection sociale et ce qui coûte en réalité. Alors il y a eu des tentatives pour y remédier, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, parce qu'il y a tout un chapitre dans le livre que j'appelle l'État souterrain. C'est toutes ces prestations, c'est tous ces dispositifs publics qui font tellement partie de la réalité quotidienne qu'on en a oublié que c'était justement les prélèvements obligatoires qui les faisaient exister. Et ça, je pense que c'est très important. C'est très important parce qu'il y a évidemment aussi une exaspération à l'égard de l'État, et qui s'est manifestée au moment des Gilets jaunes, mais qui est beaucoup plus tournée finalement vers les élites politiques, beaucoup plus tournée vers les hauts fonctionnaires. Et donc il y a cette différence-là, à mon avis, qui est très importante à avoir en tête entre
l'attachement au service public, l'attachement au modèle de protection sociale, qui n'est pas du tout contradictoire avec une véritable rancœur, on pourrait dire, hein, contre les hommes politiques, l'argent public mal dépensé, l'argent public détourné. C'est aussi voilà, toutes ces questions-là qui sont posées par le mouvement des Gilets jaunes et qui a ce mérite de remettre les choses à plat et remettre le débat public dans le bon sens, j'ai envie de dire, en remettant les priorités au centre. Ensuite, il peut y avoir plein de positions différentes, mais au moins, on débat de la question, des inégalités sociales, de qui contribue, comment et comment on redistribue. Et ça, je pense que il faut s'en réjouir. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et dans un chapitre qui s'appelle « Penser comme ou penser contre ». C'est comme les impôts. Tout le monde peste contre les impôts, rêve du grand soir de leur abolition. Excusez-moi, mais c'est absurde. Moi, je suis très content de payer des impôts. Si je n'en payais pas, c'est que j'aurais un de ces petits revenus qui rendent la vie utile. J'aimerais même payer l'impôt sur la fortune, parce que si c'était le cas, c'est que je l'aurais la fortune, pardi. D'autre part, l'argent que je donne au fisc, je le donne à l'État, c'est-à-dire aux services publics, aux routes, à la recherche médicale, à la sécu, à l'école, etc. L'impôt est une conquête démocratique. Le jour où il n'y en aura plus, forcément tout se paiera plus cher, et ce sont en bonne logique les plus riches qui bénéficieront de sa suppression, puisque ce sont eux qui en paient le plus. Ceci dit, si l'impôt est injustement réparti et mal utilisé, c'est autre chose. Ce n'est pas le principe qui est en cause, mais l'usage qu'on en fait. Il peut y avoir la fraude aux cotisations. Alors non, justement, moi c'est pas les cotisations, c'est les prestations. Je parle pas de tout ce qui est travail au blague, des patrons, tout ça. Là je parle des allocations familiales. Ce que vous donniez comme exemple, là, les personnes qui sont célibataires, qui se remettent avec quelqu'un, voilà, parents isolés, tout ça. Bon, mais peu importe, c'est un rapport de l'indice, mais ça reste de toute façon 1% de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, de l'optimisation. Et je n'arrive pas à trouver de chiffres sur la perte potentielle de cette flat tax, qui fait qu'en fait, elle est même inférieure, c'est 12,9 je crois, le prélèvement maintenant sur les dividendes, qui est même inférieur à la première tranche de l'impôt sur le revenu. Donc ça c'est quand même le scandale absolu. Donc est-ce que vous avez une idée du manque à gagner de cette mesure qui a été prise par le gouvernement Macron? Qu'est-ce que c'est que la flat tax? Je vais réexpliquer pour ceux qui n'ont pas ça en tête. C'est le principe que les revenus des capitaux, enfin jusque-là, les revenus des capitaux étaient taxés comme les autres revenus, et donc ils étaient taxés à l'impôt sur le revenu, avec une dernière tranche, une tranche marginale qui pouvait aller jusqu'à 45%. Et on introduit donc on revient sur, je dis bien 45%, il faut faire attention, là aussi je vais faire un peu de pédagogie, parce que ça fait partie des choses qui circulent et qui donnent lieu à quiproquo. Quand on dit 45%, c'est 45% sur la dernière tranche de revenus. C'est pas 45% sur la totalité de ce qui est. C'est pas un taux moyen, c'est bien un taux marginal. C'est-à-dire sur sur tout ce qu'il y a au-delà de la tranche en question. Comme au-delà de 150 000, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais tout ce qui précède n'est pas touché à 45%. Bon, voilà. Et donc la flat tax, ça consiste à ces revenus de capitaux, à les taxer à un taux fixe, dans lequel on intègre en fait à la fois la CSI, enfin voilà, on intègre d'autres prélèvements, donc en fait ça diminue considérablement, en gros, l'imposition sur les dits revenus. Alors le problème, pourquoi on n'arrive pas à la chiffrer? Ça a été chiffré par le gouvernement quand ça a été fait, en gros autour de 1,5 milliard, 2 milliards d'euros. Et en fait, il y a eu une étude de Gabriel Zucman qui a dit, mais en fait, ça va vous coûter beaucoup plus cher que ça, vous êtes complètement fou d'avoir fait ça. Ça va vous coûter beaucoup plus cher que ça, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise, de détenteurs de capitaux, qui sont susceptibles de transformer leurs revenus en dividendes. Et ça, et évidemment, avec cette flat tax, ils ont intérêt
à transformer leurs revenus en dividendes, puisque leurs revenus potentiellement peuvent être taxés à 45%, alors que leurs dividendes ils peuvent être taxés à 30%, mais en fait à beaucoup moins de 30%, puisque c'est un tête d'autres prélèvements, donc en fait c'est plutôt à 12 ou voilà, enfin bref. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas. Et ça c'est typique d'une mesure, ça aussi c'est très important d'avoir ça en tête dans les ambiguïtés, c'est que du débat fiscal, c'est qu'on prend une mesure comme ça en fait, mais il y a un effet retard qui est considérable. C'était la même chose pour le crédit impôt recherche ou pour le CICE, c'est-à-dire qu'on lance une mesure, on fait un chiffrage, on demande à la DLF, la direction de la gestion fiscale, de faire un chiffrage. Alors des fois c'est des chiffrages rigoureux, des fois c'est un peu au doigt mouillé parce qu'on ne sait pas très bien combien vont demander, combien vont frauder, etc., etc. Et puis on se rend compte, en fait 2 ans plus tard, ce que ça a vraiment coûté à l'État. Pourquoi 2 ans plus tard? Parce que jusqu'avant le prélèvement à la source, les revenus étaient déclarés sur l'année précédente, ils étaient contrôlés l'année d'après. Donc on voit bien que en fait, quand on change comme ça une disposition législative, ben en fait on a un chiffrage dans ce qu'on appelle l'annexe au PLF, au projet de loi de finances, qui a toutes les signes de la rigueur, et je vous dis là c'était 1,5 milliard, 2 milliards. Mais en fait, ça peut donner quelque chose d'assez différent. Et je vous dis, Gabriel Zucman, cet économiste, lui, il a chiffré à 10 milliards. Bon, et peut-être qu'il a exagéré un peu. En fait, on ne sait pas très bien. Combien vont se saisir de... On verra. Mais quand on verra, il sera trop tard. Et donc, je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé de chiffrage, parce qu'encore une fois... parce que j'avais fait un entretien sur une autre question de chiffrage comme ça, d'une disposition où on avait exonéré les transmissions d'entreprise, et j'avais interrogé un fonctionnaire de Bercy qui m'avait dit, vous savez, c'est un peu c'est du tir les yeux fermés sur une cible mouvante un peu, hein. Quand on fait du chiffrage là-dessus, voilà, ça dit bien ce que ça dit, c'est-à-dire qu'en gros on n'en sait rien, que de toute façon pour le débat parlementaire il faut qu'on donne un chiffre, donc on en donne un et puis voilà, on verra. C'est vrai que si on prend ce chiffre-là, qui à mon avis est quand même très trompeur, ou en tout cas source de malentendus, la France est championne d'Europe, voilà. Le problème, c'est que une des particularités de la France, encore une fois, c'est que on a un système de protection, un système de protection sociale par les cotisations sociales qui sont gérées de façon paritaire. Alors même s'il y a eu en partie une étatisation avec la CSG, etc. Et que ce mécanisme par les cotisations, par exemple, au Danemark, ça n'existe pas. C'est financé par la protection sociale est financée par l'impôt. Donc si vous enlevez, voilà, donc ça devient très compliqué en fait, puisque vous enlevez les cotisations sociales pour la France. En gros, si vous enlevez tout ce qui concerne le système de protection sociale, vous passez de 46 à, je ne sais plus, quelque chose comme 24, 25. J'ai fait le calcul à 29. J'avais la même question que monsieur, et en ayant cherché, voilà, j'ai fait parce que je me permets de vous interrompre. Allez-y, c'est une discussion, il n'y a aucun problème, allez-y. J'ai travaillé depuis un moment, les 46% qui nous sont matraqués. Moi, je pense que c'est plus 25 que 29, mais bon. Allez, allons-y pour 29. Après, bon, je suis pas, oui. Ouais. Mais, et en faisant la recherche, c'est même de l'imposture de dire qu'on est les plus prélevés. Je suis d'accord. Sauf que si on regarde aux États-Unis, les gens, ils dépensent pour leur santé. Donc on devrait rajouter dans leur prélèvement obligatoire ce qu'ils dépensent pour la santé, pour la retraite, pour comparer avec ce que nous on dépense pour la santé et la retraite. Et on comparerait des taux comparables, parce que nous c'est un prélèvement obligatoire, là-bas c'est pas un prélèvement obligatoire, il est facultatif, mais on se soigne. C'est quand même, si on veut vivre, ça fait partie des obligations. Donc pour moi, parler de prélèvement, de faire cette comparaison, pour moi c'est de la mauvaise foi. Je dis pas beaucoup, hein. Je réponds là. Les journalistes, c'est de la mauvaise foi absolue, parce qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Tout le monde est obligé de se soigner, d'avoir sa retraite, d'aller à l'école. Et bien dans certains pays, c'est pas compris dans les taux, et dans d'autres oui. Et ça, et moi j'ai fait le calcul, on est autour des 29% si on fait les impôts au même niveau que les États-Unis, grosso modo. Pour finir de répondre à votre question, voilà, par exemple en Allemagne, on a un système de cotisation, mais en fait comme c'est pris au niveau de l'entreprise, c'est pas compté dans le taux de prélèvement obligatoire. Ah d'accord.
C'est un truc purement comptable qui fait qu'ils ont aussi un système de cotisation, mais c'est pas géré par l'État. Parce qu'en fait, la particularité en France, c'est que c'est des cotisations sociales. Donc on pourrait penser que là aussi c'est par l'entreprise, mais qui sont en fait en partie étatisées. Et c'est justement cette forme d'étatisation qui fait rentrer ces cotisations sociales dans le taux de prélèvement obligatoire. Alors si on les enlève, en gros la France elle est quand même dans le peloton de tête, hein, on va pas, mais elle n'est pas si atypique que ça en fait. Elle est plutôt, voilà, elle est plutôt dans les 4/5e au niveau européen que première. Ensuite, franchement, enfin, je veux dire, c'est des calculs comptables et c'est compliqué en fait, parce que même ce que vous dites sur le fait qu'il faut rajouter ce que les gens dépensent, bah oui, mais nous en France, on a aussi un modèle de protection sociale qui est en train de prendre l'eau, hein, et qui, de plus en plus, les gens doivent dépenser en plus de ce qu'on leur rembourse. Donc c'est ça aussi qui rend les choses compliquées et qui accroît aussi l'exaspération, c'est que vous avez un certain nombre de gens qui disent mais voilà, mais comment? Alors je pense que le plus, enfin voilà, votre modèle de protection sociale, mais il y a plus de médicaments, de plus en plus de médicaments qui sont plus remboursés, etc. En fait, ce qui coûte le plus cher, voilà, il faut quand même mettre les choses au clair. Ce qui coûte le plus cher en France, c'est le système de retraite par répartition. C'est celui-là qui, pour l'instant, reste, disons, une particularité quand même française. Et qui pèse, disons, qui pèse beaucoup dans ce taux de prélèvement obligatoire. Et alors là, il y a d'autres, c'est vrai que si on va en Grande-Bretagne, il y a d'autres manières hein, d'organiser les retraites, et c'est vrai que de ce point de vue-là, on est, alors en comparaison avec d'autres pays européens, ben, le pays où on a les taux de pauvreté les plus bas au niveau des retraités, qu'on a, etc., etc. Enfin, je veux dire, ça se ressent dans les comparaisons européennes sur la place dans l'échelle des revenus et des retraités en général. Vous êtes en train de me répondre que je suis un retraité privilégié par rapport aux amis européens des autres pays. Je suis en train de vous dire, on pourrait juste résumer ça et après je vous donner la parole. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. 2017, je touchais pour ma retraite sécurité sociale, oh merveille, 828 € par mois. L'an dernier, youpi tralala, je vois ma retraite descendre de 30 €, 798 € pendant un an. Là, je touche plein pot de ma belle retraite, 837 € par mois. Alors je me dis, tiens, j'ai la joie au cœur de voir l'augmentation de ma retraite. Alors moi, je vais vous dire une chose. On dit que c'était les grosses retraites qui avaient été touchées. Moi, pour petite retraite, j'ai été touchée. Alors moi, je me demande comment des retraités comme moi, on a pu être pénalisés par rapport à la CSG. Je travaille tous les jeudis matin chez des gens. Ils sont retraités. Toutes les deux, on leur a enlevé 30 €. Ça leur fait 60 € de moins par mois. Eux, ils me payent un peu plus parce qu'il y a une histoire de CSG. Donc j'ai 1 € de plus par heure d'augmentation. Alors vous voyez, l'histoire des vases communicants, c'est une catastrophe. En termes de revendications, moi ce qui me frappe, peut-être que vous n'avez pas cette expérience-là, hein, c'est que cette question de la CSG, qui était au cœur du mécontentement des retraités, finalement, c'est une des rares choses qui a été obtenue par le mouvement des Gilets jaunes, en fait, hein, finalement, c'est que le gouvernement soit forcé de revenir sur cette mesure d'augmentation de la CSG pour tous les retraités et qu'en fait, il introduise des taux différents en fonction du niveau des retraites. Alors, un petit truc, j'ai pris ma retraite à 67 ans pour toucher cette somme. Si j'avais pris ma retraite à 60 ans ou 65 ans, vous voyez ce que je veux dire? Je serais dans l'eau. Là, je suis juste en train de respirer un petit peu pour pouvoir. Je vis pas, je survis. Non, mais je pense que oui, c'est très représentatif, à mon avis, de beaucoup de gens aujourd'hui. Mais
encore une fois, cette question, elle doit, enfin, j'espère qu'elle va placer au centre du débat cette question de la CSG, qui est encore une fois un prélèvement qui est foncièrement injuste, parce que justement, il est proportionnel. Alors, il ne l'est plus pour les retraités, mais il est un tout petit peu progressif. Moi, ce qui me frappe, c'est que ça n'apparaisse pas du tout dans les revendications des Gilets jaunes, en fait. C'est qu'il y a cette revendication, maintenant on va mettre les pieds dans le plat, il y a cette revendication qui me semble quand même extrêmement bizarre, pour ne pas dire aberrante, de la TVA de 0% sur les produits de première nécessité, de penser que ça puisse arranger la question du pouvoir d'achat. Là aussi, je pense que ça pose un problème et je pense qu'il faudrait discuter de cette revendication. Je sais bien que c'est une revendication profonde, etc. Je suis convaincu que la TVA, c'est un prélèvement qui est injuste parce qu'il s'applique à tout le monde de la même façon. Sauf que, en fait, ça arrange carrément le gouvernement parce que la TVA, c'est un des rares impôts qui est connecté au système européen, en fait. Donc en fait, le gouvernement ne peut pas toucher la TVA de façon souveraine, à la différence de quasiment tous les autres impôts. Il peut toucher à tout, j'ai envie de dire, sauf à la TVA, parce qu'il y a une TVA communautaire, et ça doit évoluer dans un certain écart, pardon, puisque comme il y a beaucoup de transferts à l'intérieur des pays européens, on ne peut pas se permettre, enfin il y a des règlements européens qui font qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des écarts de TVA trop variables. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je vous donne tout de suite la parole. Et la deuxième chose, c'est que la baisse de la TVA, le problème, c'est qu'il y a un troisième tiers, il y a un troisième acteur là-dedans, qui sont en gros les producteurs, les entreprises. Et on a vu ce que ça fait dans la restauration, la baisse de la TVA. Qu'est-ce qui s'est passé dans la restauration quand on est passé d'une TVA de 19,9 à 5,5 puis ensuite à 10%, c'est qu'en fait, quand vous passez de 19,9 à 5,5, vous avez les restaurateurs qui vous disent « Ah bah ouais, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas rétabli nos marges, donc en fait, c'est bien, là du coup on va pouvoir rétablir nos marges. » Donc du coup, l'effet prix, il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas quasiment rien, et vous avez perdu plusieurs milliards, enfin l'État, à travers cette baisse de la TVA, a perdu plusieurs milliards d'euros, et le consommateur a, je ne vais pas dire quasiment rien vu, mais franchement, pas du tout à hauteur de l'argent dépensé. Donc ça, c'est pour la TVA. Alors que, et donc encore une fois, il ne s'agit pas de défendre ce prélèvement indirect, mais il s'agit de, vous voyez bien que sur cette revendication-là, on est dans une voie qui est quand même très très incertaine. Alors qu'à l'inverse, la CSG, mais c'est hyper simple, la CSG, ça ne dépend que du gouvernement français de faire que ça soit un prélèvement progressif, c'est-à-dire qu'on dise que jusqu'à une certaine somme, ça sera 5%, et qu'ensuite ça sera 10%, et qu'ensuite ça sera 15%. Et le jour où vous faites ça, et que même ça puisse être zéro, discutons-en, ça puisse être zéro pour ceux qui, pour les bas salaires. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 700 €, il paye de la CSG. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 500 €, il paye de la CSG. On peut en parler de ça? On peut dire que ça pose un problème, ou au lieu d'être focalisé sur l'impôt sur le revenu, ou et je suis frappé de voir que cette question-là n'arrive pas à émerger, parce que, encore une fois, il me semble que... alors je sais bien que la CSG, c'est pas un impôt, je sais bien que il y a des discussions pour savoir si c'est une bonne idée de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG. On peut en discuter, c'est des discussions techniques qui sont aussi des discussions politiques. Mais en tout cas, moi j'ai une conviction, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une volonté politique de la part de ce gouvernement, je pense qu'il n'y en a pas du tout, mais s'il y avait une volonté politique, il peut décider du jour au lendemain que maintenant, et sans même perdre pour les finances publiques, que maintenant la CSG c'est plus proportionnel, c'est progressif. Et que donc, on fait comme on a fait pour les retraités, mais on généralise pour les actifs occupés. Et c'est-à-dire qu'on dit, jusqu'à un certain seuil, c'est 0, puis ensuite c'est 5%, puis ensuite c'est 7%. Discutons-en, puis ensuite c'est 10%, etc. Excusez-moi. Voilà, le premier étage du programme, c'était suppression de l'impôt sur la fortune et flat tax. Le deuxième étage, c'est les retraites, et le troisième étage, c'est la fonction publique. Enfin, je veux dire, tout ça, indépendamment du mouvement qui n'était pas prévu, lui, mais sinon, les choses étaient à peu près balisées de cette façon-là, parce que
Évidemment, les trois sont liés. Et il y a voilà, il y a un article qui est très important, qui a été publié dans les années 90 dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales, qui s'appelait La politique des caisses vides, où cet article montrait comment justement un certain nombre de gouvernements avaient organisé, disons, la pénurie à force de cadeaux fiscaux et à force donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout propre à la France et qui est d'une certaine manière sans doute né aux États-Unis d'ailleurs, où ils appelaient ça affamer la bête, en fait. La bête étant l'État, et donc il fallait affamer la bête, et ça voulait dire précisément, une autre manière de dire la politique des caisses vides. Alors il y avait une autre partie dans votre question qui était sur l'espèce de vase communicant entre la baisse des impôts et donc la baisse des services publics en même temps, quoi. Oui, non, c'était ça, sur le grand soir fiscal. Ouais. C'est ça sur lequel je voulais rebondir. Non, quand on regarde d'un point de vue historique, en France et dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays, en fait, il y a rarement de grand soir fiscal. En général, le grand soir fiscal, c'est un moment de révolution, en fait. 4 septembre. Voilà, c'est 1789, voilà, où on met tout à plein, etc. On peut le souhaiter, mais penser que on va faire un grand soir fiscal comme ça, en temps normal, autour d'une table, on discute et on met tout à plat et on fait un grand soir fiscal, c'est pas ça ce qui arrive. C'est pour ça qu'il y a un enjeu à, encore une fois, essayer de proposer des réformes qui soient suffisamment claires, suffisamment accessibles et aussi suffisamment faisables pour être crédibles et pour pouvoir être portées politiquement. Tout à l'heure, voilà, et je pense qu'il y a des choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de la CSG proportionnelle. Je suis convaincu que c'est une mesure qui est assez compréhensible et qui peut être mise en place, relativement rapidement. Bon, il y a aussi la question. Voilà, je suis pas complètement convaincu. Enfin, derrière la question de l'ISF, on n'en a pas parlé. Je pense qu'effectivement, l'ISF est devenu un symbole. C'est un peu problématique parce que je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait remettre l'ISF, etc. Mais ça donne l'illusion que ça va régler tous les problèmes. Et en fait, là, pour le coup, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Emmanuel Macron, c'est que avant il y avait l'ISF et c'est pas pour ça que tout allait bien. Enfin, je veux dire, on peut pas, on peut pas penser que tout va se résoudre là. Alors c'est vrai qu'il y a eu un consensus sur cette revendication-là, que c'est une revendication qui est importante, parce que c'est un cadeau qui a été fait et qu'il n'y a aucune raison de s'interdire de revenir sur ce cadeau. Mais il ne faut pas non plus s'interdire de réfléchir plus loin, et notamment en termes de... la question qui est posée, c'est en termes de pouvoir d'achat. Et peut-être qu'une autre manière de poser le problème, ça serait aussi de poser la question de la fiscalité locale, en fait. Parce qu'il y a eu cette promesse de suppression de la taxe d'habitation. Par parenthèse, en fait, il y avait le côté en même temps, c'est-à-dire en même temps, on remplace l'ISF par l'IFI, en fait on supprime l'ISF et on supprime la taxe d'habitation, voilà, mais on voit bien le en même temps, c'est-à-dire que l'ISF c'était tout de suite, dès qu'il a été élu, la taxe d'habitation s'est étalée sur 4 ans, et on ne sait pas très bien... on ne sait pas très bien comment tout ça va se terminer, notamment pour les collectivités locales, en fait. C'est-à-dire qu'il y a là aussi, il y a une espèce de flou terrible sur le fait que on va priver, en fait, à moyen terme les collectivités locales de cette rentrée, et donc cette rentrée fiscale, et que donc c'est évident, c'est quasi... Enfin, je veux dire, j'aime pas prédire l'avenir, mais là, en l'occurrence, c'est difficile de ne pas le voir, que si on laisse les choses en l'état, il va y avoir un report sur la taxe foncière. Et qu'il va y avoir... Et de fait, si on regarde dans d'autres pays européens, d'ailleurs, c'était une particularité française. En fait, le fait d'avoir une double de taxe locale, en fait, taxe d'habitation et taxe foncière. C'est une particularité française qui semblait d'ailleurs assez bizarre pour beaucoup de gens qui disent mais pourquoi on paye 2 fois, on paye 1 fois
une fois parce qu'on habite, une fois parce qu'on possède, etc. Alors, ça vient du fait que la France est plutôt un pays où, par rapport à d'autres pays européens, on a un taux de propriétaires qui n'est pas très élevé, mais qui est quand même assez substantiel. En gros, c'est 60% des ménages qui sont propriétaires de leur logement. Bon, ça fait pas 60% de riches, 60% de la population, mais c'est plutôt faible. L'Allemagne est encore en dessous. L'Allemagne est autour de 57-58, mais sinon beaucoup de pays européens sont au-dessus. Et donc évidemment, ça va poser un problème. Pourquoi ? Parce il va y avoir une envolée de la taxe foncière nécessairement en fait. Il va y avoir un report sur la taxe foncière qui va s'appliquer sur ces 60% de propriétaires qui vont peut-être encore un peu continuer à augmenter. Et on voit bien le prochain mouvement. Enfin, je veux dire, on est en train de créer les conditions de... Et qu'est-ce que c'est que la taxe foncière par rapport à la taxe d'habitation ? C'est un impôt local que vous payez du jour où vous rentrez dans votre logement, quel que soit votre niveau d'endettement. C'est-à-dire, si vous êtes endetté pour 20 ans sur une maison que vous avez payée 155 ou 200 000 euros, et vous aviez en gros, je sais pas moi, un dixième ou un quinzième de la somme, la taxe foncière, vous la payez tout de suite, plein pot, quels que soient vos revenus, quel que soit votre... et aucun abattement, aucun dégrèvement, rien. C'est coupé. À la différence de la taxe d'habitation, où vous aviez un système d'abattement. Si vous n'êtes pas imposable à l'impôt sur le revenu, on vous enlève... Je ne suis pas en train de défendre la taxe d'habitation, mais quand même. C'est-à-dire, on voit... Enfin, il y a quand même... il y avait quand même, faut pas oublier qu'il y avait quand même 16% des foyers qui ne payaient pas de taxe d'habitation parce que justement, elles étaient totalement exonérées de taxe d'habitation. Là aussi, tout ça, on a passé... Enfin, je veux dire, on a un peu oublié. Je vais faire bref parce que je crois qu'il y a des... Ouais. Il y avait Bernard...